pluie ne tombait pas, elle s'infiltrait, une bruine glaciale et tenace qui transformait la piste en une mélasse boueuse et collait les cheveux noirs de Ironshade sur son front. L'odeur de la terre humide et des pins se mêlait à celle, plus âcre, de la rouille et de l'huile chaude qui s'échappait de la moto en contrebas. UNE Harfang, modèle David Gear. Dont le moteur pétaradant était une insulte au silence de la forêt. Ironshade ne bougeait pas, allongé sur une branche épaisse recouverte de mousse, à 15 mètres au-dessus du chemin. Son cheval, Silence, attendait à 1 kilomètre de là, dressé à ne jamais hennir sans son ordre. Seuls ses yeux, d'un gris aussi changeant que le ciel d'orage, suivaient à la progression de sa proie. L'homme sur la moto s'appelait Corbin. Non, pas le Corbin. Juste un petit malfrat du nom de Jax Flew. Mais la prime sur sa tête était suffisante. Pour remplir ses sacoches de provisions pour 2 mois, Corbin s'arrêta, coupa le contact assourdissant de sa machine et sortit une gourde. Il but à longue lampée, le regard nerveux balayant les alentours. Il se croyait malin. Il avait quitté la route principale pour ses pistes forestières, pensant se fondre dans la nature. Mais pour Ironshade, un homme comme lui était aussi discret qu'une torche dans une cave. Le bruit de son moteur avait annoncé sa venue 1 heure plus tôt, et les traces de ses pneus dans la boue étaient aussi lisibles qu'une ligne dans un livre. Ironshade sortit de sa ceinture une petite sphère de métal, pas plus grosse qu'une noix. Une chuchoteuse. Il la fit rouler dans sa paume. Il aurait pu descendre et le maîtriser en quelques secondes. Mais la confrontation directe laissait toujours des traces. Du sang, des ecchymoses, des os cassés. Ironshade préférait la propreté, l'efficacité. Il lâcha la sphère. Elle tomba sans un bruit, sa surface sombre absorbant la faible lumière, et atterrit dans une flaque de boue juste derrière la roue arrière de la Harfang. Corbin, ayant fini de boire, donna un grand coup de pied pour redémarrer. Le moteur toussa, cracha une fumée noire, puis s'emballa. Au même moment, la chuchoteuse libéra un sifflement à peine audible, une fréquence ultrasonique qui attaquait l'oreille interne. Corbin grimaça, secouant la tête comme pour chasser une guêpe. Il sentit un vertige, une nausée soudaine. Le monde se mit à tanguer. Il tenta de poser un pied à terre pour se stabiliser, mais ses muscles ne répondirent plus correctement. La moto lui échappa et bascula lourdement sur le côté. Il tomba avec elle, confus, le corps pris de spasmes. Ironshade sauta de sa branche. Sa chute de 15 mètres fut brisée par une série de branches inférieures qui l'effleura avec l'agilité d'un félin, avant d'atterrir souplement sur la piste, sans un bruit. Il s'approcha de Corbin qui tentait de ramper, le visage verdâtre. « Corbin !»« C'est le fantôme qui t'envoie » halta le fuyard. Le nom flotta dans l'air froid. Toujours ce nom. Ironshade ne répondit pas. Il sortit une lanière de cuir de sa sacoche et lia les poignets de Corbin alia Jax. Flux avec une efficacité routinière. « Tu perds ton temps, le rattrapeur » cracha Jax Flew, la bave aux lèvres. « Même si tu me ramènes, il viendra me chercher. » « Il vient toujours. » Ironshade resta silencieux. Il redressa la moto, vérifia le moteur d'un œil expert, puis hissa le corps à moitié inerte de sa proie sur la selle, avant de s'installer derrière lui. Il démarra la Harfang, son moteur cette fois maîtrisé en un ronronnement stable. Il abandonnait souvent son propre cheval pour ramener un homme sur sa machine. C'était plus rapide, moins sentimental. Alors qu'il s'engageait sur la piste menant à la ville la plus proche, Oakhaven, le nom résonnait encore dans son esprit. Corbin, le fantôme. Depuis 1 an, c'était la même histoire. Ironshade passait des semaines, parfois des mois, à traquer une cible. Il la capturait avec son savoir-faire unique, sans jamais verser une goutte de sang. Il la livrait aux autorités, empochait sa prime. Et 1 semaine, 1 mois plus tard, la nouvelle lui parvenait, portée par un voyageur ou lue sur un avis de recherche jauni. L'homme qui l'avait arrêté s'était évadé, et à chaque fois, sur le lit vide de la cellule, on retrouvait le même objet. Une carte à jouer, toujours la même. Le valet de pique. Ironshade n'avait jamais vu le visage de Corbin. Personne ne l'avait vu, mais il sentait son ombre s'étirer sur sa vie, transformant son travail méticuleux en une farce absurde. Ce n'était pas un simple voleur, un pilleur ou un faussaire. C'était un artiste de l'impossible, un architecte de l'évasion. Et il semblait prendre un malin plaisir à défaire tout ce que Ironshade faisait. Oakhaven était une cicatrice de civilisation au milieu de l'immensité sauvage. Des bâtiments en bois aux façades usées par les intempéries côtoyaient des structures en briques et en métal. Des chevaux étaient attachés à des poteaux. Devant un saloon d'où s'échappait la musique grésillante d'un phonographe, tandis qu'un peu plus loin, un mécanicien soudait à l'arc le châssis d'une moto. Ironshade traversa la rue principale, ignorant les regards. On ne le dévisageait pas avec hostilité, mais avec une sorte de respect craintif. Il était une force de la nature,
comme une tempête ou une sécheresse. On ne l'aimait pas, on ne le détestait pas. On le constatait. Les enfants, eux, le regardaient différemment. Leurs yeux brillaient d'admiration. Il était le héros de leurs histoires, celui qui attrapait les monstres. Ironshade voyait leurs regards et se sentait encore plus seul. Le bureau du Marshal était un bâtiment en briques solides, le seul de la ville avec des barreaux aux fenêtres. Le Marshal Brody était un homme massif, la cinquantaine, le visage buriné et la moustache tombante. Il soupira en voyant Ironshade pousser la porte. Corbin jetait comme un sac sur son épaule. « Encore un pour la volière, Ironshade. » « Laisse-moi deviner. Il n'a pas une égratignure. »« Il a vomi sur ma botte, » répondit Ironshade de sa voix grave et monocorde. « Ça compte? Je déduirai le prix du cirage de ta prime. Mets-le dans la cellule du fond. » Tandis que Ironshade enfermait sa capture, Corbin, qui avait retrouvé une partie de ses esprits, se mit à rire. Un rire rauque et sans joie. « Ces barreaux ne me retiendront pas. Le fantôme a des clés pour toutes les serrures. Il vous le prouvera. À vous tous. » Brody se frotta le visage avec une main lasse. Il attendit que Ironshade revienne dans son bureau et lui tendit une liasse de billets. « Tiens, et tâche de ne pas tout dépenser dans des livres de poésie, » dit-il avec une pointe d'ironie. Ironshade compta les billets et les rangea sans un mot. Il allait partir quand Brody le retint. « Assieds-toi 2 minutes. Il faut qu'on parle. » Ironshade s'assit à contre-cœur. Le Marshal ouvrit un tiroir et en sortit une bouteille de whisky et 2 verres. Il servit généreusement. « Ce fantôme, ce Jax Flu, ça devient un problème. Plus qu'un problème. La semaine dernière, il a vidé les coffres de la compagnie, minière de Black Ridge, sans forcer une seule porte. Il est passé par les conduits de ventilation. Il a laissé sa carte sur la pile de lingots qu'il n'a pas daigné emporter. Il ne vole pas seulement, il humilie. » Ironshade botte son verre d'une traite. L'alcool brûla sa gorge mais ne réchauffa rien à l'intérieur. « Ce n'est pas mon domaine. Je ne chasse pas les ombres. Je traque des hommes de chair et de sang. »« C'est là que tu te trompes, » rétorqua Brody en se penchant par-dessus son bureau. Il sortit un dossier épais et le posa entre eux. Le nom Silas était tamponné en lettres rouges sur la couverture. Il est de chair et de sang. Et il y a une nouvelle prime. Une prime qui vient de très haut. Une prime qui pourrait te permettre de racheter la moitié de cette forêt et de ne plus jamais avoir à chasser qui que ce soit. Ironshade regarda le dossier, puis le Marshal. « Pourquoi moi ? Parce que tu es le meilleur. Et parce que c'est devenu personnel entre vous deux, non ? Il est ton reflet dans un miroir déformant. Tu construis, il démolit. Tu enfermes, il libère. C'est un jeu pour lui, et tu es l'autre joueur. Il est temps de renverser l'échiquier. » Ironshade ouvrit le dossier. Les rapports étaient maigres. Pas de portrait robot fiable. Pas d'empreinte. Juste des témoignages contradictoires, des légendes. On disait qu'il était assisté par une femme, une reine de l'ombre, aussi brillante et insaisissable que lui. On disait qu'il pouvait se déguiser en n'importe qui. On disait qu'il n'avait jamais tué. Ce dernier détail retint l'attention de Ironshade. Un code, comme le sien. « La prime ?» demanda-t-il, la voix neutre. Brody écrivit un chiffre sur un bout de papier et le fit glisser sur le bureau. C'était une somme astronomique. Assez pour Divise. Ironshade regarda le chiffre, puis le dossier. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à l'argent. Il pensait au valet de pique, à l'humiliation silencieuse de voir son travail défait, encore et encore. Il pensait à se rire dans la cellule. C'était bien plus qu'une prime. C'était un défi. Il referma le dossier et se leva. « J'aurais besoin d'une avance. » Pour le matériel et de toutes les cartes de la région, y compris les anciennes, celles des prospecteurs. Un mince sourire se dessina sous la moustache du Marshal Brody. « Je savais que je pouvais compter sur toi. » « Fais attention, Ironshade. On ne traque pas un fantôme comme on traque un homme. » Ironshade sortit du bureau, le lourd dossier sous le bras. La pluie s'était arrêtée. Le soleil couchant perçait à travers les nuages, peignant le ciel en nuances de pourpre et d'orange. Mais Ironshade ne le voyait pas. Son regard était déjà tourné vers l'intérieur, vers l'obscurité où il allait devoir s'aventurer pour trouver sa proie. La chasse venait de commencer. Le poids du dossier sous son bras était différent de celui d'une prime habituelle. Ce n'était pas le poids du métal ou du papier-monnaie, mais celui d'une question. Ironshade ne se dirigea ni vers les écuries, ni vers l'unique auberge de la ville. Sa première destination fut une échoppe coincée entre une herboristerie et un prêteur sur gage, dont la vitrine était si poussiéreuse qu'elle en était presque opaque. Une petite enseigne en bois, sculptée à la main, indiquait « Elias, cartographe and relieur ». L'intérieur sentait le vieux papier, la colle et le cuir. Des piles de livres et de parchemins s'élevaient du sol au plafond, créant un labyrinthe étroit. Derrière un comptoir submergé de cartes et d'outils de précision, un vieil homme aux lunettes épaisses, comme des fonds de bouteilles, relevait à peine la tête. « Je suis fermé. »
dit-il d'une voix sèche. Je cherche des cartes qui n'existent pas, Elias. Le vieil homme ajusta ses lunettes, ses yeux scrutant Ironshade par-dessus les verres. Il reconnut la silhouette. Ah, le rattrapeur. Pour vous, je suppose que les heures d'ouverture sont flexibles. Qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui? Les anciennes concessions minières de la chaîne de Black Ridge, celles d'avant le grand effondrement. De 27, les registres des prospecteurs, les tracés des veines abandonnées. Et les cartes hydrographiques des rivières souterraines de toute la région. Elias laissa échapper un petit sifflement. Vous ne chassez pas un homme, mais un ver de terre ou une taupe. C'est une étrange requête. Ces cartes sont obsolètes, dangereuses. La plupart des galeries se sont effondrées. C'est pour cela que personne ne pense à les utiliser, répondit Ironshade en posant une lourde bourse de pièces d'or sur le comptoir. L'avance du Marshal. Tout ce que vous avez, sans poser de questions. Elias fit coulisser la bourse de son côté et disparut dans les méandres de sa boutique. Ironshade attendit, immobile. Le silence n'était troublé que par le craquement du bois et le murmure du vent s'engouffrant sous la porte. Il revint 10 minutes plus tard, les bras chargés de rouleaux de parchemin jaunis et de carnets à la couverture élimée. « Faites attention !» prévint le vieil homme. « Il y a plus de fantômes que de pierres précieuses dans ces tunnels. »« Ce sont les fantômes que je chasse !» dit Ironshade en emportant son dû. Sa prochaine étape fut le marché, mais il évita les étals bien éclairés. Il se dirigea vers une ruelle sombre où une femme nerveuse, que tout le monde appelait la Tressaute, tenait un stand de produits chimiques et de curiosités mécaniques. « Monsieur Shade » dit-elle, ses yeux allants et venants. « Un poison? Un acide? Un explosif? Dis-moi. Quelque chose de plus subtil, de la poudre de limaille de fer, la plus fine possible. Et un réactif à base de cuivre qui ne s'oxyde qu'au contact d'un air stagnant. Sous terre. Je veux aussi 50 mètres de fil de soie d'araignée tisseuse, 3 clochettes en laiton accordées sur un fa, dièse et 1 litre d'huile de ricin distillée. La Tressaute sourit, révélant des dents tachées. Tu ne veux pas le tuer. Tu veux savoir où il dort? Où il respire? Où il marche? Intelligent, très intelligent. Chargé de ses étranges acquisitions, Ironshade quitta Oakhaven au crépuscule, non pas par la route principale, mais par un sentier de chèvres qui grimpait dans les collines boisées. Il ne laissa derrière lui aucune indication sur sa destination. À 2 heures de cheval de la ville, se dressait une vieille tour de guet en pierre, vestige d'une guerre oubliée, dont personne ne se souvenait du nom. C'était l'un des refuges de Ironshade. Isolé, difficile d'accès, avec une vue imprenable sur la vallée. Personne ne venait jamais ici. C'était une coquille vide, un lieu de silence et de réflexion. À l'intérieur, à la lueur d'une lanterne tempête, il établit son quartier général. Le sol en pierre devint son bureau. Il déroula les cartes d'Elias, les fixant au mur humide avec de petits couteaux. La carte topographique moderne au centre, et tout autour, comme des satellites, les plans des mondes souterrains, un réseau chaotique de veines, de galeries et de cours d'eau cachés. Il passa toute la nuit à étudier le dossier de Silas. Chaque rapport de vol, chaque témoignage d'évasion. Il ne lisait pas pour apprendre ce que Silas avait fait, mais pour comprendre comment il pensait. Il ignorait les rumeurs, les légendes du fantôme. Il cherchait l'homme, le professionnel. Il nota que Silas ne laissait jamais de traces d'effraction conventionnelle. Pas de porte forcée, pas de serrure crochetée. Les rapports concluaient à une habileté surnaturelle. Ironshade, lui, y voyait une discipline. Silas n'allait pas à travers les obstacles. Il les contournait. Avec un crayon de charbon, il commença à marquer les lieux sur sa carte centrale. La mine de Black Ridge, la prison de Granite, Peak, la banque fédérale de Silver, Creek, tous les exploits de Silas. Au premier abord, les points étaient dispersés, sans lien apparent. Mais lorsque Ironshade superposa les vieilles cartes minières, une image commença à émerger. Une toile d'araignée souterraine. La prison de Granite Peak avait été construite sur une ancienne mine de fer. La banque de Silver Creek, juste au-dessus d'un aqueduc abandonné. La compagnie de Black Ridge. C'était évident. Silas n'était pas un fantôme qui passait à travers les murs. C'était un ingénieur, un géologue, un spéléologue. Il utilisait les entrailles oubliées de la Terre comme ses propres autoroutes personnelles. Il n'avait pas besoin de crocheter une porte s'il pouvait arriver par le plancher. Un respect froid et distant naquit en Ironshade. Ce n'était pas un adversaire ordinaire. C'était un maître en son art. L'aube filtrait à travers les meurtrières de la tour quand Ironshade trouva enfin ce qu'il cherchait. un point de convergence. Un nœud dans le réseau. Une ancienne station de pompage minière, officiellement scellée depuis 50 ans, située juste en dessous de la ville d'Argent. C'était le seul endroit où plusieurs des plus grands tunnels se croisaient.
Ce devait être sa base, ou du moins, un de ses principaux carrefours logistiques. Et la ville d'Argent abritait justement la plus grande réserve d'or de la région, gardée dans une chambre forte réputée inviolable. La prochaine cible logique. Ironshade se leva, ses articulations craquant sous l'effet de sa longue immobilité. Il ne ressentait aucune fatigue. L'excitation de la chasse, froide et pure, avait pris le dessus. Il n'allait plus suivre les traces de Silas. Il allait l'attendre. Il allait tendre un piège dans l'obscurité, dans le propre royaume de son adversaire. Il prépara ses affaires. La poudre de limaille de fer fut mélangée à de la graisse et appliquée discrètement sur les gonds des portes qu'il soupçonnait. Le réactif de cuivre fut versé dans de petites fioles poreuses qu'il pourrait laisser dans les tunnels pour tester l'air. Les clochettes, il les garda pour lui. Elles étaient ses yeux dans le noir absolu. En sortant de la tour, il regarda le soleil se lever sur la forêt. Le monde était paisible, ignorant les guerres qui se menaient dans l'ombre. Il monta sur Silence et prit la direction du sud. Fers Argent, il ne chassait plus un fantôme. Il chassait un homme nommé Silas, et il allait le débusquer de son terrier. La partie d'échecs commençait vraiment. Et Ironshade venait de jouer son premier coup. Le voyage vers Argent prit 3 jours. 3 jours durant lesquels Ironshade quitta les forêts denses pour des plaines plus ouvertes, parsemées de ranchs et de petites communautés qui vivaient de la terre. Puis le paysage changea à nouveau. Des dériques de pétrole, squelettes de métal grinçant, se mirent à ponctuer l'horizon. L'odeur de la sève et de l'humus fut remplacée par celle, plus âcre, du soufre et de la machinerie. Argent n'était pas une ville née de la boue et du bois comme Oakhaven. C'était une cité érigée sur l'or et le pétrole. Ses rues étaient pavées, chose rare. Ses bâtiments arboraient des façades en pierre de taille et des balcons en fer forgé. Des calèches. Laquais aux essieux bien graissés partagèrent la voie avec des motocyclettes rutilantes et quelques rares automobiles primitives qui toussaient une fumée noire. C'était une ville de richesse, de pouvoir et d'une arrogance qui affichait sa sécurité comme un étendard. La chambre forte de la banque d'argent, disait-on, avait des murs d'1 mètre d'épaisseur et une porte fabriquée dans les meilleures aciéries de l'Est. Un coffre-fort dans une ville coffre-fort, une cible irrésistible pour un homme comme Silas. Ironshade n'entra pas dans la ville. Il la contourna, longeant le cours de la rivière qui la divisait en 2. Il était un étranger ici. Sa tenue de voyageur usée et son visage fermé détonnant avec l'opulence ambiante. Il consulta ses cartes, comparant les vieux tracés à la topographie réelle. Il finit par trouver ce qu'il cherchait, en aval de la ville, à moitié dévoré par la végétation. Le bâtiment de la station de pompage était une carcasse de briques rouges, sans fenêtres, dont le toit s'était partiellement effondré. Une lourde porte en acier. Scellée par des soudures épaisses et rouillées, en condamnait l'entrée. Accès interdit, danger d'effondrement, proclamait un panneau délavé. Pour le commun des mortels, c'était une ruine. Pour Ironshade, c'était la porte d'entrée du royaume de Silas. Il attendit la nuit. Quand la lune fut un simple croissant voilé par les nuages, il s'approcha. Il n'essaya même pas la porte. Son regard d'expert balaya la structure, cherchant une faiblesse. Il la trouva sur le côté nord, là où la rivière avait sapé les fondations. Une ancienne grille d'évacuation des eaux, presque entièrement submergée par la vase. À l'aide d'un pied de biche, il ne tenta pas de la forcer. Il sonda les joints, trouvant les points de soudure les plus corrodés. Avec des mouvements lents, calculés, appliquant la pression au millimètre près, il fit sauter les points d'ancrage un par un. Le bruit fut mat, à peine plus fort qu'une pierre tombant dans l'eau. La grille céda. L'ouverture était à peine assez large pour qu'il puisse s'y glisser. L'intérieur était un puits d'obscurité et de froid. L'air était lourd, saturé d'une odeur de métal rouillé, de moisissure et d'eau stagnante. Il alluma sa lanterne tempête, réglant la flamme au plus bas. Le faisceau de lumière révéla un spectacle de désolation industrielle. Des pompes monumentales, silencieuses depuis des décennies, Gisaient comme des léviathans morts. couverts de rouille et de calcite. Des passerelles métalliques surplombaient des bassins d'une eau noire et immobile. Et partout, des ouvertures, des tunnels qui partaient dans toutes les directions. Béance sombre dans les murs de pierre. Ironshade descendit au niveau inférieur, ses bottes résonnant étrangement dans le silence oppressant. C'était là, la salle des régulateurs, une immense caverne de briques et d'acier où tous les conduits principaux convergeaient. Il examina le sol. La poussière était épaisse, intacte, sauf à un endroit. Le long du mur ouest, une fine ligne plus sombre, presque imperceptible, trahissait un passage régulier. Silas était prudent. Il ne laissait pas d'empreinte. Mais il ne pouvait empêcher la poussière de se déposer, différemment là où le courant d'air de ces passages la déplaçait. Ironshade sourit. C'était un sourire sans joie, la satisfaction glaciale d'un prédateur. Il avait trouvé son autoroute.
Il passa les 2 heures suivantes à préparer son piège. Son travail était celui d'un artisan patient et mortel. Il choisit le tunnel principal, celui indiqué par la trace de poussière. À 20 mètres de l'entrée, il déroula le fil de soie d'araignée tisseuse, si fin qu'il était totalement invisible dans la pénombre. Il le tendit à 10 cm du sol, le reliant à un mécanisme simple de son cru. Un balancier qui, une fois libéré, ferait teinter les 3 petites clochettes en laiton. Leur fa dièse cristallin porterait loin dans ses galeries. C'était pour l'alerte. Le piège, lui, était plus ambitieux. Ironshade avait remarqué une énorme porte hydraulique, conçue à l'époque pour sceller l'un des plus grands conduits en cas de crue. Elle était bloquée en position ouverte, ses mécanismes rongés par la rouille, mais le vérin principal semblait intact. Ironshade utilisa son huile de ricin distillée pour lubrifier les pistons. Il passa 1 heure à purger le vieux système, utilisant une pompe manuelle pour remettre le fluide sous pression. Enfin, avec un gémissement terrible de métal torturé, il parvint à faire bouger la porte de quelques centimètres. C'était suffisant. Il la relia au même fil de soie, mais avec un mécanisme de détente plus complexe. Si le fil était tiré, il libérerait un contrepoids qui actionnerait la valve principale. La porte, pesant plusieurs tonnes, s'abattrait alors avec une finalité absolue, condamnant le tunnel. Enfin, il disposa ses mouchards. Les petites fioles de réactifs de cuivre furent placées dans les autres tunnels, aux endroits où les courants d'air semblaient les plus forts. Elle ne lui dirait pas où était Silas, mais elle lui dirait où il n'était pas. Son travail terminé, il se trouva un poste d'observation, une alcôve sombre dans la paroi, Au-dessus de la salle des régulateurs. qui lui offrait une vue parfaite sur son piège. Il éteignit sa lanterne. L'obscurité fut totale, un linceul noir et froid. Et il attendit. Les heures s'écoulèrent, puis les jours. 1, 2. Ironshade ne bougeait pas, entrant dans un état de semi-hibernation que seules des années de traque lui avaient appris. Il mangeait des lanières de viande séchée, buvait l'eau de sa gourde à petites gorgées. Il était devenu une partie de la pierre, de l'ombre. Dans le silence, son esprit vagabondait parfois vers ce jour maudit de ses 12 ans. Le feu, les cris, l'odeur du sang. C'était cette image qui avait forgé son code. La capture, et non la mort. La justice et non la vengeance. L'ordre contre le chaos. Et Silas, avec son intelligence et sa discipline, était la forme la plus pure de chaos qu'il ait jamais rencontrée. Au matin du 3e jour, une intuition le poussa à bouger. Un sentiment ténu, l'instinct du chasseur qui sent que quelque chose a changé dans son environnement. Il ralluma sa lanterne et descendit de son perchoir. Il inspecta le piège principal. Le fil de soie était intact. Les clochettes, muettes. La grande porte hydraulique n'avait pas bougé. Il s'aventura ensuite dans l'un des tunnels secondaires, celui menant vers le sud. Il avait placé une de ses fioles de réactifs à une centaine de mètres à l'intérieur. Il la retrouva. Elle était toujours là, posée sur un rebord rocheux. Sa couleur n'avait pas changé, mais quelque chose clochait. Il s'approcha. La fiole avait été déplacée, de 2 centimètres vers la gauche. Un déplacement infime, mais délibéré. Et juste à côté, posée délicatement contre la paroi humide, se trouvait une carte à jouer. Le cœur de Ironshade cessa de battre pendant 1 seconde. Ce n'était pas le valet de pique. C'était la dame de pique. Il comprit soudain avec une clarté effroyable. Les rapports mentionnaient une femme, une reine de l'ombre. Il l'avait classée comme une simple rumeur, une acolyte. Il avait eu tort, terriblement tort. Ce n'était pas une acolyte, c'était une partenaire. Ils n'étaient pas un, ils étaient 2. Il savait qu'il était là, il l'avait observé. Ils avaient déjoué ses mouchards sans les déclencher. Cette carte n'était pas un accident, c'était un message. La carte disait « Nous te voyons ». La carte disait « Tu es doué ». Mais tu es seul, et nous sommes 2. La carte disait « Bienvenue dans notre jeu ». Dans le silence des profondeurs, Ironshade sentit un frisson parcourir son échine. Pour la première fois de sa vie de chasseur, il n'était plus certain d'être celui qui menait la danse. Dans le silence des profondeurs, Ironshade sentit un frisson parcourir son échine. Pour la première fois de sa vie de chasseur, il n'était plus certain d'être celui qui menait la danse. Il resta immobile pendant 1 minute entière, la seule lueur de sa lanterne se reflétant dans ses yeux gris. La dame de pique. Ce n'était pas juste un message. C'était une déclaration de principe. Silas n'était pas seul. Et ils n'étaient pas des proies qui se terraient. Ils étaient des prédateurs qui l'avaient attiré dans leur nid. Chaque pas qu'il avait fait depuis Oakhaven, chaque carte qu'il avait achetée, chaque déduction qu'il pensait brillante, il l'avait anticipée. Au pire, il l'avait permis. Son premier réflexe ne fut pas la peur, mais une colère froide et lucide. Il avait été arrogant. Il avait sous-estimé son adversaire, et dans son métier, la sous-estimation était le plus court chemin vers la tombe.
Lentement, méthodiquement, il recula sur ses pas. Il ne toucha plus à rien, laissant la carte là où elle était. Il récupéra sa lanterne, mais laissa ses pièges en place. Les désamorcer serait admettre sa défaite. Les laisser serait un message en retour. Le jeu continue. Il devait sortir, mais pas par le chemin par lequel il était entré. Il surveillait certainement la grille d'évacuation. Retraiter sur ses propres traces était une invitation à se faire piéger à son tour. Il sortit une de ses cartes d'Elias, la déroula au sol et l'examina à la lumière tamisée. Il était dans le nexus principal. D'après le vieux plan, un conduit de ventilation secondaire, étroit et probablement à moitié effondré, devait remonter vers les fondations d'une ancienne tannerie. À la périphérie de la ville. C'était risqué, mais c'était imprévisible. Il s'engagea dans le tunnel, un boyau suffocant où il devait parfois ramper. Le silence était total, mais Ironshade avait l'impression que les murs eux-mêmes l'observaient. Chaque goutte d'eau qui tombait du plafond était comme un chuchotement. Chaque courant d'air, le souffle d'un ennemi invisible. Il n'était plus le chasseur. Il était redevenu ce qu'il était au fond de lui, un survivant. À quelques centaines de mètres de là, dans une section plus large et plus stable du réseau souterrain, la scène était tout autre. L'endroit avait été aménagé avec un soin méticuleux. Des tapis couvrirent le sol rocheux. Des lampes à huile de qualité projetaient une lumière chaude sur des caisses de livres, des outils d'horloger et des schémas d'architecture. Amara, une femme aux cheveux de jais, nouée en une tresse complexe et au visage d'une intelligence perçante, observait une série de petits miroirs polis, placés à des angles savants dans un conduit. Il lui renvoyait une image déformée, mais lisible de Ironshade. Progressant dans le tunnel de ventilation. Il a choisi le conduit de la tannerie, dit-elle d'une voix calme. Il est intelligent. Il ne panique pas. Silas était assis à une petite table, polissant une pièce d'un mécanisme complexe avec un chiffon de velours. Il ne leva pas les yeux, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. Bien sûr qu'il est intelligent. Je l'ai choisi pour ça. Les autres n'étaient que des pions. Lui, c'est un joueur. Ne trouves-tu pas ça plus excitant, mon amour? Je trouve que le risque est plus grand, répondit Amara, sans quitter Ironshade des yeux. Il a trouvé le Nexus. Il a compris notre méthode. Il ne doit pas compromettre l'opération. Peut-être devrions-nous l'éliminer. Silas posa enfin son mécanisme. Il se leva et vint se placer derrière elle, posant ses mains sur ses épaules. Tu es l'artisan? Non, c'est un homme de principe, un homme d'ordre. Le chaos le révulse. C'est sa plus grande force, et nous allons en faire sa plus grande faiblesse. Laisse-le remonter à la surface. Laisse-le respirer. Il pensera qu'il a repris l'avantage. Il va essayer de nous forcer à sortir. Et c'est là, dans son monde de lumière et de règles, que nous lui montrerons à quel point les ombres peuvent être profondes. Amara se détendit sous son étreinte. La chambre forte est prête. La belle attend simplement notre visite, demain soir, quand la ville sera repue et endormie. Rien ne peut nous arrêter. Surtout pas lui. Ironshade émergea enfin dans l'air libre. L'odeur fétide de la vieille tannerie était presque douce, comparée à celle du renfermé des tunnels. Il était couvert de boue et de sueur froide, mais il était dehors. La lune était haute. La ville d'argent dormait sous un voile de prospérité tranquille. Il se posta dans l'ombre d'une ruelle et observa. Il avait perdu la première manche. Combattre Silas et Amara dans leur royaume souterrain était impossible. Ils avaient des années d'avance. Ils connaissaient chaque recoin, chaque passage. Ils devaient changer les règles du jeu, les forcer à venir sur son terrain, ou plutôt, sur un terrain que personne ne contrôlerait. Son regard se posa sur la banque, un édifice arrogant, symbole de la puissance d'argent. Puis il balaya les alentours. Il vit les gardes faire leur ronde. Les serrures complexes, les fenêtres à barreaux. Attaquer de front était ridicule. Les prévenir, il le prendrait pour un fou. Il devait créer une diversion. Non, plus qu'une diversion, un chaos. Un chaos si total que la sécurité de la banque deviendrait secondaire. Un événement qui mettrait toute la ville en état de siège et forcerait ses fantômes à s'adapter. À s'exposer. Ses yeux furent attirés par un bruit sourd et constant qui émanait d'un bâtiment derrière la banque. Le générateur principal de la ville. Une bête de fer et de vapeur qui alimentait les lampadaires électriques, le système de télégraphe et surtout, le nouveau système d'alarme de la chambre forte. C'était le cœur battant de la modernité d'argent. Son orgueil. Et son talon d'Achille. Un plan commença à se former dans son esprit. Un plan dangereux, radical, qui allait à l'encontre de sa nature. Lui, l'homme d'ordre, allait devoir semer l'anarchie. Il ne pouvait pas se battre contre les fantômes dans l'obscurité de leur choix. Alors, il allait plonger la ville entière dans une obscurité qui serait la sienne. Une obscurité où les règles n'existeraient plus et où seuls les meilleurs prédateurs survivraient. Il tourna le dos à la banque et se fondit dans les ombres, se dirigeant vers le générateur. Il n'était plus la proie, il n'était plus le chasseur.
il devenait la tempête. Le reste de la nuit et toute la journée suivante, Ironshade disparut. Il devint l'une des ombres d'argent. Il trouva refuge au sommet d'un beffroi abandonné, qui offrait une vue directe sur le bâtiment du générateur. De là, avec une longue vue volée, il étudia sa cible comme un prédateur observe un point d'eau. Le bâtiment était une forteresse de briques et d'acier, gardée par 4 hommes. 2 à l'entrée principale, 2 qui patrouillaient le périmètre. Les équipes d'ingénieurs se relayaient toutes les 8 heures. La machine ne s'arrêtait jamais. Ironshade mémorisa chaque détail. La ronde des gardes, l'arrivée du chariot de charbon à l'aube et au crépuscule, la fenêtre du bureau de l'ingénieur en chef où une lumière restait toujours allumée. Son plan se cristallisa. Il ne s'agissait pas de détruire, mais de déchaîner. Le cœur de la machine était sa chaudière, un monstre de cuivre et de fonte qui transformait l'eau en vapeur sous une pression phénoménale. Ironshade avait vu des machines similaires sur les grands chantiers ferroviaires. Ils connaissaient leurs faiblesses. Les soupapes de sécurité. Des mécanismes conçus pour éviter la catastrophe. Des mécanismes qu'un homme déterminé pouvait neutraliser. Au crépuscule, alors que la ville s'illuminait de 1000 feux électriques, Ironshade quitta son perchoir. il se glissa jusqu'au dépôt ferroviaire, un labyrinthe de wagons et de hangars. Là, il remplit un sac de coke de poids, un combustible si puissant qu'on ne l'utilisait que pour forger l'acier des rails. C'était plus qu'il n'en fallait. Il attendit le changement de la garde de 22 heures. C'est le moment où la vigilance se relâche, où les conversations, Entre les hommes qui partent, et ceux qui arrivent, créent une fenêtre de confusion. Le chariot de charbon venait de faire sa dernière livraison de la nuit, laissant la goulotte d'alimentation, un tunnel de métal sombre qui montait jusqu'au cœur du bâtiment, momentanément silencieuse. c'est par là qu'il entra. L'ascension fut un cauchemar de chaleur et de poussière de charbon. Il émergea dans le ventre de la bête. Le bruit était assourdissant. Un rugissement constant de feu, Un sifflement de vapeur. et le battement rythmé et puissant des pistons qui animèrent la ville. La chaleur était si intense qu'elle faisait onduler l'air. Des ingénieurs en sueur, le visage noirci, s'affairaient autour de la machine, semblables à des prêtres au service d'une divinité de métal en colère. Ironshade se déplaça avec une fluidité spectrale le long des passerelles, son corps se coulant dans les zones d'ombre entre les jets de vapeur. Il repéra le panneau des manomètres et des régulateurs. 2 hommes y étaient postés. Il ne pouvait pas les tuer. Ce n'était pas sa voix. Il s'approcha par derrière, aussi silencieux que la mort. Le premier fut neutralisé par une prise d'étranglement rapide et précise, le faisant sombrer dans l'inconscience avant même qu'il ait pu pousser un cri. Le second se retourna, alerté par le bruit sourd du corps, et se retrouva face à Ironshade. Son cri fut étouffé par une main de fer. Quelques secondes plus tard, il rejoignait son collègue dans le sommeil, tous deux soigneusement dissimulés dans un placard à outils. Ironshade avait la chaudière pour lui seul. Avec des cales de métal qu'il avait préparées, il bloqua les marteaux des 4 soupapes de sécurité principales. Un acte de sabotage simple, brutal et irréversible. La pression n'aurait plus aucune issue. Puis, il se dirigea vers la trémie d'alimentation. Il y vida son sac de coke de poids, le mélangeant au charbon. Pour finir, il sabota le mécanisme du régulateur de débit, le bloquant en position d'alimentation maximale. Dans une dizaine de minutes, la machine commencerait à s'emballer, se nourrissant elle-même jusqu'à l'autodestruction. Il n'avait plus rien à faire ici. Il rebroussa chemin par la goulotte, aussi vite qu'il le put. Une fois dehors, il grimpa sur le toit d'un entrepôt voisin, le cœur battant, non pas de peur, mais d'une adrénaline glaciale. Il avait mis le feu aux poudres. Il ne restait plus qu'à assister à l'explosion. Dans leur repère, Silas et Amara se préparaient. Ils enfilaient des tenues sombres et fonctionnelles. Sur une table, les plans de la banque étaient déroulés, annotés de leurs mains. Le rattrapeur est silencieux. Remarqua Amara en ajustant une série de crochets fins à sa ceinture. Pas trop silencieux. Il réfléchit, répondit Silas, un sourire aux lèvres. Il a compris qu'il ne pouvait pas gagner ici-bas. Il va tenter quelque chose à la surface. Une alerte peut-être. Prévenir le marshal Brody, ce sera inutile. Le temps qu'il réagisse, nous serons loin. C'est à ce moment qu'une ampoule électrique, qui éclairait leur cachette, grésilla vivement. Puis une autre. Fluctuation de tension, dit Amara, fronçant les sourcils. Le générateur doit... Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Sur son toit. Ironshade vit les lumières d'argent, vaciller comme des bougies dans un courant d'air. Un gémissement aigu commença à s'élever du bâtiment du générateur, un cri de métal poussé au-delà de ses limites. Les murs de briques se mirent à trembler. Une fumée blanche et épaisse s'échappait de toutes les jointures. Puis vint l'explosion. Ce ne fut pas une déflagration de feu, mais une colossale détonation de vapeur. Le toit du bâtiment fut soufflé vers le ciel comme un simple couvercle. Une vague de chaleur et de pression balaya les rues. Les vitres des bâtiments voisins volèrent en éclats.
Et puis, instantanément, toutes les lumières de la ville s'éteignirent. Le rugissement de l'explosion laissa place à un silence de mort, bientôt remplacé par le son des cris, de la panique et du verre brisé. Argent était plongé dans une obscurité totale, aveugle et terrifié. Dans les tunnels, les ampoules de Silas et Amara explosèrent. Ils furent plongés dans le noir absolu. Ils sentirent le sol trembler sous leurs pieds. « Par tous les enfers, Murmura Silas. Il n'y avait plus d'amusement dans sa voix. juste de l'incrédulité. » Amara, elle, comprit immédiatement. Ce n'était pas une alerte, c'était une déclaration de guerre. Il a détruit le plateau de jeu. Sur le toit, Ironshade se releva. Le chaos qui montait des rues était sa nouvelle arme. Il n'y avait plus de garde, plus de règles, plus d'ordre. Juste la nuit. Une nuit primale. Il sortit lentement les deux faucilles de leur fourreau dans son dos. Leurs lames d'acier poli captèrent la faible lueur de la lune qui perçait à travers les nuages de fumée. La ville était aveugle, mais lui voyait parfaitement. Il savait que dans cette anarchie, Silas et Amara seraient obligés de sortir s'ils voulaient en s'échapper. Et il serait là, à les attendre. La chasse reprenait, sur son terrain. Le chaos avait une symphonie. Et Ironshade en était le chef d'orchestre silencieux. Du haut de son toit, il écoutait les accords dissonants de la panique, les cris perçants, le fracas des vitres brisées, les appels désordonnés d'une garde municipale, soudainement aveugle et impuissante. Des incendies commençaient à naître, torches orangées dans la nuit d'encre, allumées par des lampes à pétrole renversées, et la fureur de la vapeur surchauffée. La ville d'Argent, si fière de sa lumière et de son ordre, était retournée à un état sauvage en l'espace d'un battement de cœur. Et dans cette obscurité, Ironshade était roi. Dans les entrailles de la terre, la panique était plus froide, plus contenue. « Il nous a piégés en surface », dit Amara, sa voix dénuée de toute émotion, mais ses doigts vérifiant nerveusement le mécanisme d'un pistolet à air comprimé. Les tunnels principaux sous le centre-ville risquent d'être inondés par les ruptures de canalisation dues à l'explosion. Nous devons sortir, maintenant. Silas se tenait près d'elle, le visage illuminé par la flamme dansante d'un briquet. Son sourire avait disparu, remplacé par un masque de fureur concentré. Cet homme, Ce n'est pas un simple chasseur de primes. Il ne joue pas au même jeu que les autres. Il a renversé la table, les pièces et la salle entière. Il claqua son briquet pour l'éteindre, le son sec résonnant contre la pierre. très bien. S'il veut une guerre dans le noir, il l'aura. La vieille distillerie, près des quais. La sortie de secours C. Elle débouche sur une ruelle oubliée. Personne ne pensera à y regarder. Mais Ironshade, lui, y pensait. Il avait quitté son perchoir, descendant le long d'une gouttière avec l'agilité d'une araignée. Il ne se mêla pas à la foule affolée qui courait dans les rues principales. Il se déplaça à travers les ruelles, les cours intérieures, un fantôme dans une ville de fantômes. Il ne cherchait pas Silas et Amara. Il pensait comme eux. Où fuir? Pas vers le centre du chaos, pas vers les portes de la ville, qui serait bientôt le théâtre d'émeutes. Vers un endroit calme, discret, offrant de multiples voies de fuite. Les quais abandonnés. La distillerie. Il arriva le premier. La ruelle sentait l'alcool éventé, la saumure et la pierre humide. Une obscurité plus épaisse qu'ailleurs semblait s'y être accumulée. Il se posta dans l'embrasure d'une porte murée, son corps entier se fondant avec l'ombre, ne laissant paraître que le gris de ses yeux. Il attendit. 10 minutes plus tard, une lourde plaque de fonte au centre de la ruelle se souleva, grinçant doucement. Silas émergea le premier, agile comme un chat, un poignard à la main. Il balaya les environs du regard, puis aida Amara à sortir. Il se croyait seul. C'est à ce moment que Ironshade choisit de faire un pas hors de l'ombre. Il n'y eut pas de parole. Juste le sifflement de l'air fendu par le métal quand les deux fossiles d'Ironshade quittèrent leur logement. La réaction de Silas et Amara fut instantanée. Ils ne se séparèrent pas mais se mirent dos à dos, un balai mortel parfaitement synchronisé. Amara lança une poignée de petits objets au sol, des chausses-trappes qui brillèrent faiblement. Silas se jeta en avant, son poignard visant la gorge d'Ironshade. Le combat fut bref, brutal et silencieux. Ce n'était pas une bagarre de saloon, mais une conversation entre trois prédateurs. Les fossiles d'Ironshade dansaient, créant une barrière infranchissable, déviant le poignard de Silas, forçant Amara à rester à distance. Le son était celui du métal crissant contre le métal. Dans un mouvement fluide, Ironshade bloqua une attaque de Silas, fit pivoter sa faucille et la pointe érafla le bras de son adversaire, arrachant un lambeau de tissu et une fine ligne de sang. La première touche. Amara réagit au quart de tour. Elle brisa une sphère de verre à ses pieds. Une fumée épaisse, poivrée et suffocante emplit instantanément la ruelle. Ironshade recula d'un pas, les yeux plissés, mais la diversion fut parfaite. Le temps que la fumée se dissipe, emportée par le vent du large, la ruelle était vide.
La plaque de fonte était remise à sa place. Ils étaient partis. Ironside resta immobile. Il leva sa faucille, observant la goutte de sang qui perlait sur la lame. Ce n'était plus un fantôme qu'il chassait. C'était un homme de chair et de sang. Un homme qui saignait. Le sang sur la lame n'était pas une victoire. C'était une information. Ironside ne perdit pas une seconde à savourer son avantage. Il essuya délicatement la goutte de sang avec un petit carré de coton qu'il tira d'une pochette étanche, puis le scella dans une fiole en verre. Le reste du sang sur la lame, il le nettoya méticuleusement. Une trace laissée est une information donnée, et il n'avait pas l'intention de révéler ses méthodes à ses adversaires. Le chaos dans la ville était à son apogée. Des milices citoyennes improvisées, armées de fusils de chasse et de torches, ajoutaient à la confusion plus qu'elles n'y mettaient de l'ordre. Ironside se glissa hors de la ville, avant que les portes ne soient complètement bouclées, récupérant son cheval, Silence, là où il l'avait laissé dans un bosquet discret. Il n'avait plus rien à faire à Argent. La ville était une souricière en feu, et ses proies s'en étaient déjà échappées. À plusieurs kilomètres de là, dans les collines, Silas et Amara s'étaient réfugiés dans une ancienne cabane de trappeurs. Amara bandait la blessure de Silas à la lueur d'une lampe à huile. La coupure était nette, superficielle, mais elle avait fait mal à l'ego de Silas plus qu'à son bras. « Il a ton sang. » dit Amara, sa voix tendue. « Il est méthodique. »« Il va l'analyser. » »« Et qu'apprendra-t-il » rétorqua Silas, le visage dur. « Mon groupe sanguin, ma passion pour le vin rouge. Cet homme est bon, je te l'accorde. Dangereusement bon. Il a fait de notre terrain de jeu un enfer, mais il a commis une erreur. Il nous a affrontés. Il nous a vus. Et maintenant, nous le connaissons aussi. Il n'a jamais montré son visage, objecta Amara. Son style et son visage, dit Silas en se levant, testant son bras. C'est faucille. Cette économie de mouvement. Ce n'est pas un simple chasseur de primes. C'est un guerrier. Et il nous a forcés à abandonner le plus gros coup de notre carrière. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus une prime. C'est devenu personnel. 2 jours plus tard, Ironside était de retour à Oakhaven, mais il ne se montra pas en ville. Il se rendit dans les marécages au sud, dans une zone que même les chasseurs les plus aguerris évitaient. Là, dans une cabane isolée construite sur pilotis, vivait un homme que l'on appelait le Sanguin. Un ancien médecin militaire, banni de la société pour des expériences jugées contre nature. Il était le seul homme de la région à posséder un microscope et les connaissances nécessaires pour analyser ce qu'Ironside lui apportait. Le Sanguin était un homme décharné aux yeux fiévreux. Il prit la fiole sans un mot et s'enferma dans son laboratoire de fortune. Ironside attendit sur le porche, regardant les brumes s'élever de l'eau stagnante, indifférent aux nuées de moustiques. Le vieil homme revint 1 heure plus tard, l'air perplexe. « C'est du sang humain, sans aucun doute. » dit-il. Mais il y a autre chose. Des traces infimes de poussière de charbon bien sûr, mais aussi de spores. Des spores d'un champignon très rare, le Polyporus tenebris. Il ne pousse que dans un seul type d'environnement. Les grottes calcaires profondes, où l'humidité est constante et où la lumière ne pénètre jamais. Et il y a autre chose. Des particules de métal. Pas du fer ni du cuivre. De l'argent, pur. Ironside resta silencieux, mais son esprit assemblait les pièces du puzzle. Argent, les grottes. Ces grottes, demanda Ironside, sa voix un simple murmure. Où se trouve-t-elle? Il n'y en a qu'un seul réseau connu dans la région, répondit le Sanguin en essuyant ses lunettes. Les larmes de la veuve dans les montagnes grises. Une série de cavernes si vastes et si dangereuses que personne n'y est entré depuis des générations. On dit que c'est là que les anciens prospecteurs extrayaient l'argent qui a donné son nom à la ville avant de sceller les mines, une véritable forteresse naturelle. Ironside posa quelques pièces sur la table et se leva. Il avait trouvé leur nid. Il ne se cachait pas sous une ville, il se cachait sous une chaîne de montagnes entières. Il retourna auprès de son cheval, le poids de la connaissance aussi lourd que celui de ses armes. La chasse allait le mener encore plus profondément dans les ténèbres. Le voyage vers les montagnes grises fut un pèlerinage, dans un purgatoire de roches et de vent. Ironside quitta les dernières parcelles de forêt derrière lui, entrant dans un paysage décharné, sculpté par des millénaires d'érosion. Des pics acérés déchiraient un ciel d'un bleu impitoyable le jour et la nuit. Le froid était si intense qu'il semblait vouloir figer le sang dans les veines. Il n'était plus le chasseur de primes qui suivait une piste. Il était devenu un alpiniste, un fantôme de pierre dans un royaume de pierre. Pendant une semaine, il ne fit que monter. Son cheval, Silence, Fut laissé dans une vallée cachée avec assez de fourrage pour tenir 1 mois. La suite du chemin n'appartenait qu'à l'homme. Il progressait lentement, méthodiquement, testant chaque prise, lisant la roche comme il lisait autrefois les traces dans la boue. Il transportait le strict minimum, des cordes,
des pitons, de la nourriture séchée, de l'eau et ses armes. qui lui semblaient étrangement lourdes et inutiles dans cette immensité verticale. Durant cette ascension, il se sentit observé. Ce n'était pas un sentiment paranoïaque, mais une certitude froide. Le vent qui sifflait dans les crevasses semblait murmurer son nom. Une pierre qui se détachait d'une paroi n'était jamais un accident. Il trouva des traces, un piton d'escalade d'un modèle qu'il ne connaissait pas, abandonné dans une fissure. Une marque de craie discrète sur un surplomb, indiquant la voie la plus sûre. Il ne lui tendait pas un piège. Il le guidait. Il l'invitait dans leur domaine, transformant sa traque en une épreuve, un test d'entrée. L'arrogance de ce geste alimenta sa colère silencieuse. Pendant ce temps, au cœur de la montagne, dans une caverne si vaste qu'elle aurait pu contenir la ville d'argent tout entière, Silas et Amara observèrent sa progression. La grotte n'était pas un simple repère, mais une cité souterraine, des passerelles de cordes et de bois, reliées des plateformes taillées à même la roche. Des jardins de champignons phosphorescents baignaient, la caverne d'une lumière bleue et spectrale. L'eau d'une rivière. Souterraine était détournée pour alimenter des forges et des ateliers. C'était le cœur de leur empire, un lieu secret où ils planifiaient leurs coups et formaient leurs agents. Sur une grande table taillée dans un bloc de calcite, une carte tridimensionnelle de la montagne était illuminée. Un petit pion de métal représentant Iron Shade était déplacé par Amara, qui recevait des informations par un système complexe de fils télégraphiques qui courait le long des parois. « Il a passé le col du soupir », annonça-t-elle. « Il est plus rapide que prévu. Sa technique d'escalade est parfaite. Il ne fait aucune erreur. » Silas s'était penché sur un établi, assemblant une version modifiée d'une arbalète. « Les erreurs sont pour les hommes qui ont peur de mourir. Lui, je crois qu'il a fait la paix avec cette idée depuis longtemps. C'est ce qui le rend si dangereux. Prépare l'arène. S'il a réussi à venir jusqu'ici, il a gagné le droit de nous affronter face à face. » Un sourire cruel étira les lèvres de Silas. « Il veut un monstre de chair et de sang? Nous allons lui en donner un. » Le 8e jour, Iron Shade atteignit enfin l'entrée. Ce n'était pas une grotte béante, mais une simple fissure dans la roche, à peine assez large pour un homme, d'où s'échappait un courant d'air froid qui sentait la pierre humide et l'ozone. Il savait que c'était la fin de la chasse et le début de la confrontation. Il vérifia une dernière fois ses armes, attacha une lanterne à sa ceinture et, sans une hésitation, se glissa dans les entrailles de la montagne. Le passage était plus étroit et plus long qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas un tunnel, mais une cicatrice dans la roche. Iron Shade progressa en silence, son corps contorsionné. Seul le bruit de sa propre respiration et le goutte à goutte, lointain de l'eau brisant le silence de mort. L'air devint plus frais, chargé d'une odeur minérale et d'une étrange senteur d'ozone, comme après un orage. Puis, il vit la lumière. Ce n'était pas la lueur chaude d'une torche ou d'une lanterne, mais une lueur froide, d'un bleu fantomatique, qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Il accéléra le pas et déboucha enfin. L'immensité de la caverne lui coupa le souffle. Il se tenait sur une corniche surplombant un monde secret. Des champignons de la taille d'un homme poussaient en grappes sur les parois, baignant la grotte de leur lumière spectrale. Des ponts de cordes se balançaient au-dessus d'abîmes insondables, reliant des habitations et des ateliers creusés à même la roche. En bas, une rivière souterraine coulait, ses rives aménagées en cultures de plantes pâles. C'était une ville, une ruche bourdonnante d'activité, cachée au cœur de la montagne. Magnifique, n'est-ce pas? La voix résonna dans toute la caverne, amplifiée par un écho naturel. Iron Shade leva les yeux. Sur une plateforme taillée en surplomb, à une 50aine de mètres au-dessus de lui, se tenaient Silas et Amara. Ils ne portèrent plus leur tenue de voleurs, mais des vêtements simples et fonctionnels. Ils le regardaient, non pas comme une menace, mais comme un spectacle. « Bienvenue chez moi, rattrapeur. » continua Silas, sa voix empreinte d'une ironie théâtrale. « Ou devrais-je vous appeler Aaron? Nous avons fait nos recherches, nous aussi. » L'usage de son vrai nom fut comme une lame de glace plantée entre ses côtes. C'était un nom qu'il n'avait pas entendu depuis la mort de ses parents, un nom qu'il avait enterré sous des années de silence et de primes. « Vous avez passé les épreuves physiques, » reprit Silas en faisant un geste ample vers l'entrée du tunnel. « Impressionnant, vraiment. » Mais la traque est terminée. Maintenant, c'est une audition. Voyons si vous avez le cran pour ce qui suit. Un grincement de métal rouillé se fit entendre en contrebas. Une herse massive, forgée dans un fer brut, se releva lentement, ouvrant sur une arène circulaire au sol sablonneux, directement sous le regard de Silas. Un homme en sortit. Il était colossal. Un géant de plus de 2 mètres, avec des épaules larges comme celles d'un buffle et des bras comme des troncs d'arbres. Son visage était une carte de cicatrices,
ses yeux deux éclats de silex dépourvus de toute lueur d'intelligence. Dans sa main droite, il tenait un marteau de forge, une masse de fer si lourde qu'un homme ordinaire aurait eu du mal à la soulever à deux mains. « Je vous présente mon père. » annonça Silas, sa voix dénuée de toute affection. Cyrus Flux, il n'a pas ma finesse d'esprit, mais il compense par une persistance remarquable. Pendant des années, il fut la brute qui ouvrait le chemin pour l'artiste. Il est la raison pour laquelle je n'ai jamais eu à tuer. Il s'en chargeait pour moi. Considérez-le comme le gardien du seuil. S'il vous juge digne, alors vous et moi, nous pourrons enfin discuter. Cyrus Flux leva son marteau et poussa un rugissement rauque, un son bestial qui fit vibrer la roche. Il frappa le sol avec sa masse, envoyant des gerbes de sable dans les airs, puis commença à marcher lourdement vers Ironshade, le regard fixé sur lui, l'intention meurtrière pure et simple. Ironshade ne regarda plus Silas. Il descendit de la corniche, atterrissant souplement sur le sable de l'arène. Lentement, il dégaina ses deux faucilles. La lueur bleue des champignons se refléta sur l'acier poli. Le combat pour sa vie, et peut-être pour son âme, venait de commencer.